Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 5 février, il est l'heure de l'info. Nous ferons le point sur l'incendie de la friche industrielle Sarreguemines, survenu hier soir à Vitry-le-François. Les élèves de l'Institut médico-éducatif Val de Suisse visent un record du monde de vitesse avec une moto des années 50, vous le verrez. Too Good To Go est-il le remède miracle contre le gaspillage pour les commerçants? Nous ferons le point à Chaumont. En fin de journal, Clémentine Coppola recevra Salomé Lebègue, directrice du CIDFF 52, qui accompagne les femmes et les familles. Mais tout d'abord, des nouvelles de l'incendie d'hier soir sur le site désaffecté de l'ancienne faïencerie Sarreguemines à Vitry-le-François. Les 25 pompiers engagés sont restés sur place plusieurs heures compte tenu de la taille importante du site et des 5 foyers à éteindre. L'origine de l'incendie reste encore à déterminer. Le site est abandonné depuis plusieurs années. L'intervention des pompiers s'est terminée à 21h30. Écoutez la réaction de Djilali Gerza, sous-préfet de Vitry-le-François, à notre micro. L'ensemble du site qui est très grand, donc nécessairement ça demande de pouvoir aller lever le doute dans chacun des recoins de ce site. Donc l'exhaustivité, le professionnalisme des sapeurs-pompiers fait qu'ils prennent le temps de mener une opération complète et exhaustive. Histoire insolite, à présent celle d'un voyage scolaire qui ne s'est pas passé comme prévu. Dans la nuit de ce mercredi 5 février, l'avion dans lequel se trouvaient 150 lycéens venus de 5 établissements des Ardennes, de la Marne et de l'Aube a été détourné à cause d'une météo capricieuse. Les élèves devaient atterrir initialement à Vatry, mais un brouillard épais a fait changer le vol de trajectoire en pleine nuit pour atterrir à Bruxelles à 1h30 du matin. Les lycéens étaient partis en voyage scolaire à Auschwitz. Les accompagnants, enseignants et élèves ont patienté plusieurs heures seuls dans l'aéroport en attendant que la région affrète des cars pour les ramener de Bruxelles en France. C'est un défi audacieux qui attend l'Institut médico-éducatif Val de Suisse. La petite équipe de l'atelier de fabrication s'est lancé un défi, transformer une moto Tero des années 1950 pour établir un record du monde de vitesse. Grâce à l'ajout d'un turbocompresseur, cette machine d'époque pourrait atteindre des performances inédites et leur permettre de réaliser un nouveau record du monde de vitesse. Les détails avec Célia Richard et Julien Debruyne. Regardez. Un record du monde inédit. C'est le projet un peu fou de Nicolas et les jeunes de l'atelier de fabrication de l'IME Val de Suisse. Depuis septembre 2024, ils reconstruisent et améliorent une moto Tero des années 1950. Leur but, battre un record du monde de vitesse qui n'a encore jamais été battu. Un objectif ambitieux et qui met en lumière le savoir-faire des apprentis mécaniciens. Les jeunes en IME n'ont pas la chance de pouvoir sortir forcément avec un diplôme et que dans ce genre de projets assez extraordinaires, c'est des projets transversaux où on a beaucoup d'acteurs qui sont en partenaire avec nous et ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir travailler avec eux. Les jeunes peuvent valoriser leurs compétences avec eux et ça c'est quelque chose qui est très important. Des projets extraordinaires, ça valorise des jeunes extraordinaires. L'enjeu du projet est de greffer un turbocompresseur au moteur de la 125 cm3, un exploit qui n'a jamais été réalisé auparavant. Le fait de rajouter un turbocompresseur, ça va nous permettre d'augmenter en fait la pression à l'intérieur du moteur. Et si on arrive à mettre plus d'air, on arrive à y mettre plus d'essence et donc à créer des chevaux supplémentaires. En gros, on a greffé un cerveau à la moto et c'est lui qui va calculer le ratio air-essence dont on a besoin pour fonctionner avec un turbo. Après 6 mois de travail, le cadre de la moto a totalement été renforcé et ressoudé. Les jeunes sont en train de débavurer les soudures, nettoyer le circuit électrique et de travailler sur l'assise. La prochaine étape sera la peinture qui sera faite par les élèves de la section carrosserie du lycée Eugène Decomble. Moi je suis grand passionné auto et moto, donc je voulais absolument faire ce projet pour mécanique. On a chacun un rôle tous les jours. On change souvent, on peut faire très bien de la soudure sur la moto, comme faire l'escalier pour le bus un autre jour. Ça dépend ce qu'il y a à faire à la journée. L'objectif serait d'avoir des essais concluants en juin 2025 pour entamer la deuxième partie du projet, partir en Angleterre pour faire homologuer le record. Les 4 jeunes de l'atelier de fabrication se réunissent 3 fois par semaine pour avancer sur la moto. Moi j'ai des jeunes en situation de handicap. Je voulais leur prouver qu'à chaque fois qu'ils viennent dans mon atelier, ce qu'on fait, ça a du sens. Et dans la vie, on peut avoir toutes les envies et les rêves qu'on veut. Si on se donne les moyens, il n'y a aucune raison de ne pas réussir. Pour l'instant, le projet a un coût total de 10 000 €, sans compter le voyage en Angleterre.
Depuis quelques années déjà, le mouvement Too Good To Go s'importe en France et séduit les consommateurs. Le concept est simple, les commerçants proposent dans un panier leurs invendus du jour à moindre coût. À Chaumont, une dizaine de commerçants se sont inscrits sur l'application pour proposer ces paniers anti-gaspi. Mais est-ce vraiment rentable? La réponse avec Célia Richard. Est-ce que vous connaissez le Too Good To Go? Cette pratique a été créée en 2016 par la Danoise Lucie Bach. Depuis, elle s'exporte aux 4 coins de l'Europe afin de lutter contre le gaspillage alimentaire massif. Le concept est simple, les commerçants proposent à la vente leurs invendus du jour à moindre coût. Des légumes aux produits frais en passant par les viennoiseries et le pain, tout peut être vendu. À Chaumont, une dizaine de boutiques et de restaurants se sont inscrits sur la plateforme. La formule là qu'on propose, c'est pas forcément tous les jours. Nous, on met à jour notre disponibilité en fonction de ce qu'on a à mettre ou non en panier Too Good To Go. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on en aura, des jours où on n'en aura pas. Simplement, dès qu'on en met dans l'heure, voire la demi-heure qui suit, ils sont tous réservés. Alors la clientèle, elle est très demandeuse de ce genre de panier parce qu'en soi, c'est des produits qui sont quand même bons, de qualité, mais à moindre coût pour eux. Chaque matin, Cathy trie ses fruits et légumes. Si ces derniers sont tachés, fripés ou mous, elle les passe en panier anti-gaspi. Les sacs sont vendus à 3,99 € pour une valeur marchande entre 10 et 12 €. Une fois qu'on a fait tous nos tris, on met tous nos sacs dans un petit coin du magasin qui est le coin promotion à moins 50%. Et de ce petit coin-là, on récupère les articles qui nous intéressent pour les mettre dans les paniers et faire les paniers Too Good To Go tout simplement. Dans cette boulangerie, le Too Good To Go est aussi proposé. Ici, tout se passe quelques dizaines de minutes avant la fermeture. Comme j'ai un petit peu de temps là, je suis en train de préparer le panier Too Good To Go pour les personnes qui vont arriver. Donc je mets ça de côté et je fais mes petits calculs. J'ai un sandwich que j'ai pas réussi à vendre à moins 50%, donc je le passe dans le panier. Voilà. Et comme je dois arriver à 12 €, c'est la valeur du panier, je fais mes calculs. Myriam rassemble une sélection de viennoiseries, de tartes et de baguettes et prépare ses paniers. La première commande est récupérée à 17h30. Alors la personne qui est intéressée par le panier Too Good To Go vient d'arriver. On va d'abord valider. Cliquez pour collecter, valider. Et je lui demande son cabas, qu'elle a bien pensé à prendre. Merci. La boulangerie propose au minimum un panier par jour sur l'application. La clientèle est demandeuse et les Too Good To Go ne font pas long feu. Il y a souvent du pain, mais si on a un peu de viennoiserie ou de pâtisserie ou de choses salées, des sandwichs par exemple, qui n'ont pas été vendus, on le met aussi. Alors le client, lui, paye, s'il réserve la veille, il paye 6 €, s'il réserve le jour même 4 €, mais il reçoit de la marchandise pour 12 €. Pour les commerçants chaumontais, cette méthode n'est pas forcément rentable puisque de manière générale, les produits sont vendus à moitié prix. Pour les clients, en revanche, l'opération est gagnante. Et voilà. Je vous remercie. C'est tout. Voilà. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. À Orge, en Haute-Marne, le moulin de la fleuristerie perpétue un art rare, la création de fleurs destinées à la haute couture et au spectacle. Depuis plus d'un siècle, ce moulin, actionné par l'eau, produit des pétales et des pistils fabriqués à la main, suivant des techniques anciennes et minutieuses. Nous vous proposons ce soir la rediffusion de ce sujet de Julien Debruyne et Célia Richard. Roses, pivoines, coquelicots, ces fleurs sont toutes fabriquées au moulin de la fleuristerie. Situé à Orge en Haute-Marne, ce lieu est rempli d'histoire. Moulin à farine jusqu'en 1898 et haut fourneau pour la fabrication de fer et de fonte jusqu'en 1872, le moulin deviendra au fil du temps le berceau de la fleuristerie française. Cette année, en 2024, on fête les 760 ans des premières traces écrites du moulin, c'est-à-dire des traces qui ont été retrouvées grâce aux archives départementales de la Haute-Marne sur un parchemin qui parle déjà du moulin à l'époque. Lorsqu'en 1898, le moulin à farine s'arrête parce que ces technologies ne sont plus rentables, pendant 5 années, le moulin ne sera pas en activité ici, mais c'est en 1903 que le moulin de la fleuristerie est racheté, le moulin d'Orge est racheté par une entreprise de Paris qui introduit l'industrie de la fleur artificielle ici en Haute-Marne. Près de 90 ans plus tard, le moulin est repris par Emmanuel et Annette afin de perpétrer le savoir-faire de la fabrication de pistils et de fleurs. Une reconversion pour le couple d'artisans. En 1994, nous avons
pris la décision de venir s'installer ici au moulin de la Fleuristerie à Orche, en Haute-Marne, parce qu'il y avait une opportunité, le moulin était à vendre. Et donc on a décidé que c'était une façon de développer un site. On peut commencer avec un fil de coton, se dire voilà ça va devenir un produit qui va pouvoir décorer quelque chose de très haut de gamme. Peut-être que ça va finir sur un défilé de mode d'une grande maison de luxe. On ne sait pas toujours ce que ça va donner. Le processus de fabrication est un savoir-faire délicat qui demande de la patience et de la minutie. À travers plusieurs étapes, les 2 artisans fabriquent leurs produits. Ici, on est juste devant la machine à guiper qui est la première étape pour la fabrication de fleurs, c'est-à-dire qu'on va fabriquer la tige qui est, nous, la base de la fabrication. Cette tige, c'est du fil de fer recouvert de coton. On découpe ces fils qui vont être coincés dans l'unité de production, c'est-à-dire le bois. Aujourd'hui, même si le moulin a trouvé une seconde vie, les machines utilisées à l'intérieur sont toutes d'origine. La roue à eau est d'ailleurs la source principale d'énergie. Le moulin arbore en 2024 plusieurs labels, entreprise patrimoine vivant pour son savoir-faire unique et purement français, et Esprit Parc National pour sa position au cœur du Parc National des Forêts. Pour faire connaître le métier de fleuriste artisan, Emmanuel et Annette ouvrent le moulin aux visites en juillet et août de chaque année. Ce soir, nous allons parler du Centre d'information pour le droit des femmes et des familles, le CIDFF 52 de la Haute-Marne. Depuis sa création en 2002, l'association joue un rôle essentiel dans notre département en informant et en accompagnant les femmes et les familles sur des thématiques variées. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'association. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quoi le CIDFF ? Alors le CIDFF, c'est tout d'abord une association qui a une envergure nationale. Il faut savoir qu'on fonctionne en fédération, c'est-à-dire que nous avons une fédération nationale des CIDFF, puis par la suite nous avons une fédération régionale des CIDFF. Et ça se passe comme ça absolument sur toute la France. Donc vous avez actuellement 98 CIDFF sur l'ensemble du territoire français. Au niveau du CIDFF 52, on intervient sur divers champs. Donc nous avons 3 services. Nous avons le service juridique, nous avons un service socio-professionnel qui vient accompagner les personnes qui veulent aller vers un retour à l'emploi, et nous avons également un van itinérant. Voilà. Alors vous avez combien de personnes qui travaillent dans cette association en Haute-Marne ? Alors nous sommes 5 salariés, donc actuellement nous avons 2 juristes, une coordinatrice de van itinérant, juriste également, qui vient d'arriver sur son poste, puis moi-même et la conseillère en insertion professionnelle. Alors vous le disiez, vous traitez des thématiques variées, vous accompagnez notamment les victimes de violences. Alors concrètement, comment vous les aidez et de quelles violences elles sont victimes ? Elles sont victimes de beaucoup de violences. Il existe un champ varié en fait, de violences. Vous avez les violences verbales, vous avez les violences physiques, les violences psychologiques, les cyberviolences, et j'en oublie, mais on accompagne vraiment sur toutes ces thématiques de violence. Alors comment ça se décline sur le territoire de la Haute-Marne ? On accueille de manière inconditionnelle toutes les personnes au sein du CIDFF qui se situe donc à Chaumont en entretien individualisé. C'est exactement la même chose pour la conseillère en insertion professionnelle qui vient faire donc de la levée des freins et qui peut rediriger des personnes qui ont besoin d'un accompagnement juridique. Par la suite, on met en place des actions sur l'ensemble du territoire qui viennent se décliner sur différentes thématiques. Et on a également divers lieux de permanence partout sur le département de la Haute-Marne. Le van, par exemple, c'est un lieu de permanence, on le voit sur les images. Vous circulez un petit peu dans toute la Haute-Marne avec ce van. Tout à fait. Alors le van, c'est comment dire un lien tissé avec les habitants. Tout à fait. Ça favorise le aller vers, hein, que l'on connaît bien sur l'ensemble du territoire, puisque le territoire de la Haute-Marne est très rural. Et on a décidé d'aller vers quelque chose qui informe donc les habitants du territoire. Mais aujourd'hui, ce van va également être utilisé dans le cadre de permanences juridiques. Voilà, donc on va donner, effectivement, on va faire de l'information donc, envers tout partenaire, hein, mais également on va mettre en place des permanences juridiques itinérantes. Donc de l'information, de l'écoute et du conseil, bien sûr. Tout à fait. Alors vous menez aussi des actions pour favoriser l'autonomie professionnelle des femmes. Quels sont les dispositifs les plus sollicités chez vous ? Alors ça dépend. Si vous voulez, on vient répondre à ce qu'on appelle des appels à projets.
Donc sur le territoire de la Haute-Marne, on a divers publics qui ont besoin de pouvoir faire ce qu'on appelle de la levée des freins au niveau socio-professionnel. Par exemple, le CIDFF de la Haute-Marne, en 2024, a choisi d'orienter certains de ses projets sur l'accompagnement des femmes primo-arrivantes du territoire. Donc, concrètement, on a mis en place des actions, donc 8 séances par exemple, de sport. Et ensuite, on s'est servi de ces séances de sport pour faire un accompagnement individualisé de ces femmes primo-arrivantes. Alors, vous avez, vous le disiez, plein de missions finalement. Si on fait un petit bilan global sur la Haute-Marne, quels sont les principaux obstacles que rencontrent les femmes aujourd'hui? Alors, notamment dans le travail, peut-être, et la formation? Alors, il y en a plusieurs. Effectivement, on sait qu'une femme est amenée à pouvoir avoir un congé maternité. Donc ça, par exemple, ça peut être un frein également au retour à l'emploi, le fait de reprendre son travail. Mais également, on a aujourd'hui des femmes qui ont envie de se tourner vers des métiers qui ne sont pas forcément reconnus comme... travail de femme, finalement. Comme travail de femme, exactement. On travaille sur des projets en lien avec les établissements scolaires qui viennent favoriser justement comment dire, ça peut être quoi comme travail, par exemple la métallurgie, ce genre de choses? Oui, ou tout ce qui peut concerner les métiers scientifiques, le fait d'avoir envie d'être camionneuse, finalement. Ça peut poser problème à certaines. Alors oui, parce que ce n'est pas aujourd'hui reconnu comme un métier de femme à part entière. Voilà. Alors effectivement, vous le disiez, ce travail, ça commence très jeune. Vous travaillez avec les établissements scolaires. Votre deuxième volet, finalement, d'intervention, c'est aussi la sensibilisation. Comment vous y prenez? Alors, on va dans les établissements scolaires. On intervient auprès des jeunes publics, donc dès le plus jeune âge, à partir de 5-6 ans. Voilà. Et on peut intervenir sur diverses thématiques en lien avec l'éducation nationale, puisqu'on co-construit toujours nos interventions avec l'éducation nationale. Pour exemple, début 2025, on est intervenu dans une école chaumontaise sur des thématiques qui étaient donc le harcèlement et le consentement. Pour le 8 mars qui arrive, qui est donc la journée internationale pour le droit des femmes, on interviendra également sur tout ce qui est violence sexuelle et sexiste dans certains établissements scolaires. Donc voilà, ce travail se fait très tôt. Merci de nous en avoir donné un petit peu plus sur le CIDFF. Je rappelle, on peut vous joindre par téléphone, sur place, par mail aussi? Tout à fait. Donc des permanences assurées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, suivie de votre émission économique Entreprendre, présentée par Antoine Regnault, qui reçoit ce soir l'entreprise DER Agri. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.